A vast organization is at work. An establishment which contains a retinue of civil servants, officers, police and others, perhaps even hangmen. Faire la critique de l'État, c'est pas franchement nouveau. Il y a 400 ans, Thomas Hobbes en parlait déjà en le comparant au Léviathan, créature mystique protégeant les enfers et avalant les âmes. Parfois jugé divin, parfois diabolique, l'État s'est construit autour de mythes qui ont largement influencé la manière qu'on a de l'aborder. Mais au-delà de ces représentations, la question de l'État est probablement majeure si l'on souhaite essayer de trouver une porte de sortie désirable face à la montagne de merde que l'on a devant nous. Car avec celle de l'État vient la question du pouvoir, et de la manière dont celui-ci peut être utilisé. Alors voilà, que faire de l'État et qu'est-ce que l'État peut faire ? C'est les questions auxquelles on va essayer d'apporter quelques réponses dans cette vidéo. Et pour commencer, on va revenir quelques décennies en arrière et s'intéresser à un type qui a dédié une bonne partie de sa vie à ce sujet, Michel Foucault. Si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large, entendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer, c'est cela que j'ai essayé d'étudier. Foucault, c'est pas une petite affaire. Figure intellectuelle sacrée, il est surtout connu pour la critique des institutions sociales, comme la psychiatrie, la médecine ou la prison. Il a travaillé sur l'histoire de la sexualité et sur l'histoire de la folie, dans le but de saisir comment fonctionnent les systèmes de domination qui marginalisent et excluent les personnes jugées déviantes. Et pour cause, Foucault était gay et a vécu le rejet de l'homosexualité, notamment de la part du corps médical. Mais pour ce qui nous intéresse, retenons qu'il fait partie de ces intellectuels critiques qui ont émergé suite aux événements de mai et juin 1968 et ont cherché à interroger le fonctionnement du pouvoir. Suite à la plus grosse grève de France, on a eu droit à une augmentation du SMIC, à la démission de De Gaulle, mais aussi à la création d'une université peu conventionnelle, l'université de Vincennes. Dans cette université de la banlieue parisienne, fondée sur l'autogestion et proposant des cours le soir pour que ceux qui bossent puissent y assister, on y trouvait un souk, des crèches, des expérimentations pédagogiques, une dizaine de courants marxistes différents, et forcément quelques profs parmi lesquels ce fameux Michel. Et donc on me remet une plaquette dans laquelle il y a marqué « Les études d'animation socio-culturelle à l'université libre et ouverte aux travailleurs de Paris 8 Vincennes sont orientées vers la remise en cause de toutes les institutions du capitalisme. » Cool. Ça me va. Dans ces conditions, rien d'étonnant que l'on se retrouve avec des conférences au sujet bien clivant, où ça chauffe comme il faut, comme celle-ci qui date de 1979, et qui traite de l'ordre intérieur. Bon, si vous voulez, on pourrait commencer le débat sur le nouveau contrôle social. Il y a 3 ou 4 personnes qui ont décidé de jouer les provocateurs ce soir. Et chaque fois qu'on exprime une idée contraire à la vôtre, vous n'êtes pas content. Est-ce que il y a eu effectivement un changement qu'on peut opérer à travers, bon disons, des luttes et des mécanismes? S'il vous plaît, ta gueule! Je n'ai pas compris la question, moi. Elle vaut tout à fait la peine d'être posée parce que, écoutez, je pense qu'on a tous droit à la parole ici. Je répète, où est-ce que vous étiez quand j'étais interné à l'asile? Et je réponds, puisque vous ne pouvez pas, vous êtes ciblés par des bombes atomiques, comme toujours. Vous avez une sacrée habitude de la discussion, hein? Ok, alors pour comprendre pourquoi Foucault s'intéresse à l'État à ce moment-là, on va contextualiser un peu. Dans les années 60, donc, l'ambiance est révolutionnaire. Pour une bonne partie de la gauche de l'après-guerre, l'URSS, puis la Chine de Mao Tse-tung, étaient des modèles, des références à partir desquelles il fallait prendre exemple pour permettre l'avènement d'une nouvelle société, et il n'était pas rare que des étudiants se baladent avec le petit livre rouge, recueil de citations du dictateur chinois. Pour autant, mai 68 incarnait le souhait d'un dépassement idéologique, où il devenait de plus en plus difficile de soutenir le stalinisme. Je sais pas où le mettre. Pour une large partie du mouvement, il ne s'agissait plus tellement de suivre un modèle que de lutter contre l'autoritarisme de De Gaulle et d'obtenir des droits. Puis, en 1973, est publié L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. L'auteur revient sur le système carcéral de l'URSS et raconte les camps de travaux forcés, de la famine organisée, des déportations massives, etc. Eh ben alors, mais là... Les retours de la révolution culturelle en Chine ne seront pas plus réjouissants, et les années 70 marqueront un tournant idéologique et intellectuel, où le marxisme, accolé à ses expériences désastreuses, va être sérieusement soumis aux critiques. Étant donné que le XXe siècle avait surtout connu des États autoritaires, impérialistes et coloniaux, une partie de la gauche se réfugia dans le rejet de toute forme de pouvoir, et donc, par conséquent, le rejet de l'État. En 1974, l'anthropologue français Pierre Clastres publie La Société contre l'État, un recueil d'observations ethnographiques au sein de peuples autochtones d'Amérique du Sud.
L'auteur y décrit comment selon lui ces peuples s'organisaient, de manière à échapper à toute forme de coercition et de verticalité hiérarchique. Son travail est largement controversé et commenté, mais symbolise le point d'orgue d'une méfiance généralisée envers les structures étatiques. Dans ce livre fondateur, on y trouve la conclusion suivante: l'histoire des peuples qui ont une histoire est, dit-on, l'histoire de la lutte des classes. L'histoire des peuples sans histoire, c'est, dira-t-on avec autant de vérité au moins, l'histoire de leur lutte contre l'État. Alors petite précision, il n'y a pas de jugement de valeur lorsqu'il parle de peuples sans histoire, c'est simplement pour faire la différence entre des sociétés oralisées, qui n'ont pas de traces écrites de leur passé, et les sociétés fondées sur l'écriture comme la nôtre. Le bouquin eut un succès qui dépassa largement le cadre académique, et servit de théorie politique à un certain nombre de groupes militants, anarchistes et libertaires. C'est donc dans cette ambiance de remise en cause généralisée des institutions que Foucault propose sa propre critique de l'État à partir de ses pratiques du pouvoir. À une époque où on avait surtout des débats sur une nature supposée de l'État, qu'elle soit émancipatrice ou aliénante, Foucault va plutôt explorer la manière dont l'État moderne s'est construit au fil du temps. C'est vrai que quand on entend le mot ordre intérieur, on n'a pas tellement envie d'y ajouter l'épithète nouveau, car après tout, l'ordre intérieur est une consigne, un objectif, une stratégie qui caractérise la plupart des États modernes et autant dire les États anciens également et finalement tout État. Je pense cependant qu'il y a une certaine paresse, théorique, politique, comme vous voudrez, peut-être aussi une paresse morale qui est la plus importante et la pire par conséquent, à se dire que c'est tout de même toujours la même chose et que l'ordre d'aujourd'hui c'est la même chose que celui d'hier et que la meilleure manière de disqualifier l'ordre d'aujourd'hui ou de le dénoncer, c'est de montrer que c'est tout pareil au même que l'ordre précédent. Jusqu'à l'époque moderne, on vivait dans ce que Foucault appelait des sociétés de souveraineté, où il s'agissait, d'après ses mots, de décider de la mort plutôt que d'organiser la vie. La prisonnière Esmeralda a été déclarée coupable du crime de sorcellerie. La sentence est la mort. En clair, l'État collectait l'impôt et exécutait qui était jugé coupable de crimes de manière suffisamment exemplaire pour calmer les ardeurs de tout le monde. Mais il n'intervenait pas, ou peu, dans l'organisation des activités humaines. En gros, peu importe comment les gens s'organisaient, l'important c'était de pouvoir les taxer. Les taxes, magnifique. Mais à partir de la Renaissance, et particulièrement au XVIIIe et XIXe siècle, l'État commence à élargir ses prérogatives pour venir s'immiscer dans les pratiques sociales. On voit apparaître les premiers recensements, des politiques de santé publique pour lutter contre les épidémies, on use de la démographie et de l'épidémiologie pour gérer la population, etc. Il ne s'agit plus seulement de prélever des taxes et de conquérir des territoires, il importe aussi de maîtriser le comportement du peuple. I don't know if you're aware, but this is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity, and basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. Pour Foucault, ce basculement de régime s'accompagne d'un renforcement du contrôle social. Surveillance, notation, classement, examen, enregistrement, toute une manière d'assujettir les corps et de manipuler leurs forces s'est développée au cours des siècles classiques dans les hôpitaux, à l'armée, dans les écoles ou les ateliers, la discipline. De la société de souveraineté, nous serions donc passés à la société disciplinaire. Et toujours selon Foucault, le modèle de développement des institutions s'est fondé sur celui de la prison. Et force est de constater que non seulement les prisons ne sont pas prêtes d'être abolies, mais aussi que l'enfermement reste une pratique largement utilisée dans l'organisation de la société. En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Je dis pas que toi tu l'es pas, je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Mais c'est pas pour ça que t'es ici. Non, c'est pas pour ça que t'es ici. C'est uniquement à cause du système. Cette intrusion de l'État dans tous les compartiments de la vie, que ce soit pour gérer les maladies ou s'occuper des corps considérés déviants comme les fous, les délinquants ou ceux qui appartiennent aux marges de la société, a été conceptualisée par Foucault sous le terme de biopolitique. Bio parce que précisément l'État cherche à réguler le corps des gens. Alors lorsque Foucault sort ça, évidemment, là l'État c'est vraiment de la merde. L'histoire de l'État devenait finalement l'histoire du contrôle, et semblait ne jamais pouvoir aller vers autre chose qu'un appareil de surveillance de masse. Et il faut avouer qu'on a quelques exemples plutôt récents qui tendent à confirmer cette pente glissante. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. Après un tel constat, tout type de contrainte était à rejeter. Cette crainte de l'État totalitaire et l'imaginaire véhiculé par cette histoire du pouvoir sont toujours très actifs aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. En toute logique,
On a donc beaucoup mobilisé la biopolitique pendant le Covid pour critiquer des mesures de protection collective. Et il y avait de quoi les critiquer. Rien n'a été anticipé, elles s'inscrivaient dans la droite ligne du néolibéralisme et se sont traduites par toujours plus de violence sur les habitants des quartiers populaires. Mais pour certains, le scandale se trouvait dans l'intervention même de l'État pour freiner la contagion. Et des intellectuels qui se réclament de la pensée de Foucault, comme Giorgio Agamben, ont refusé toute gestion étatique de la pandémie, quitte à soutenir la mouvance anti-vax, alimentée par des théories complotistes. Le problème, c'est que la phobie du contrôle a laissé à la gauche une sorte de confusion intellectuelle, où le pouvoir de l'État est suspect, peu importe à quoi il sert. Bon, mais l'idée c'est pas de défoncer Foucault. Ces analyses du pouvoir ont participé à sortir d'un marxisme dogmatique, souvent élitiste, et peu attentif aux autres rapports de domination. Et c'est donc assez logiquement que ces travaux ont été repris par des théories féministes ou décoloniales. Bon, même si lui, il en avait pas grand chose à foutre. Mais l'héritage de ce travail, c'est aussi un certain pessimisme vis-à-vis de l'État. Et vu l'ambiance de l'époque, on pouvait vite passer d'une analyse de la violence des institutions à l'idée que finalement il n'y a pas grand chose à en tirer et que donc il vaut mieux faire sans. Pourtant, il me semble que Foucault cherchait davantage à montrer la construction historique de l'État pour sortir d'une vision essentialiste. L'État n'a rien d'un truc informe dont la logique serait prédéfinie par nature, mais se construit dans un rapport de force. Il est le fruit de luttes entre les différentes classes et groupes sociaux. Souvent les gens ont lu ce que j'ai fait comme des sortes d'analyses à la fois compliquées, un peu obsessives, et qui mènent à ce résultat que finalement, mon Dieu, comme nous sommes emprisonnés dans le système qui est le nôtre, combien sont nombreux les lacets qui nous enserrent, et combien il est difficile de dénouer les nœuds que l'histoire a noués autour de nous. Alors qu'en réalité, je veux faire tout le contraire. C'est un rapport qui est historiquement constitué. Et du moment qu'il est historiquement constitué, il peut être politiquement détruit. En montrant comment il s'est construit au fil des siècles, on sort également d'une vision conspirationniste qui voudrait que l'État soit dominé par des forces insondables et sur lesquelles nous n'avons aucune puissance. Ce n'est donc pas l'État ou le pouvoir en général qui est visé par Foucault, mais bien leur forme actuelle, et en l'occurrence l'État-nation, autoritaire et impérialiste. Bon, très bien, mais visiblement tout ça n'est pas prêt de s'arrêter maintenant. Donc, on fait quoi ? Bon. Par où commencer? Hein? Oui. À propos des hobbits. Après tout, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des communautés fondées sur la perte de l'anonymat et où l'État disparaîtrait au profit de modèles d'autorégulation ? Bon, alors abandonner tout le confort de la modernité et retourner travailler la terre en échange d'organisations plus horizontales, pas sûr que tout le monde serait partant, moi le premier. Mais surtout, ça n'empêcherait pas l'apparition de nouveaux modèles hiérarchiques. D'ailleurs, un certain nombre de chercheurs ont remarqué que l'analyse de Pierre Clastre sur les sociétés amérindiennes, qui voudrait que les chefs soient dénués de pouvoir et que leur organisation soit par essence égalitaire, a de sérieuses limites, notamment parce qu'il s'inscrit dans un fantasme colonial et porte avec lui le mythe du bon sauvage qui, n'ayant pas été sali par la civilisation, montrerait la voie à l'Occident décadent qui aurait oublié sa connexion avec la nature. Jamais encore je n'avais rencontré de gens aussi rieurs, aussi dévoués à leur famille, aussi solidaires les uns des autres. Un seul mot venait à l'esprit, harmonie. Et par ailleurs, c'est pas un hasard si l'anthropologie, dont le travail apporté et porte encore aujourd'hui en grande partie sur des peuples vivant en communauté, a été une discipline dans laquelle se sont retrouvés un certain nombre d'anarchistes. Je parlais de Pierre Clastre au début, mais on peut aussi citer David Graeber ou James C. Scott, dont les écrits ont permis, au même titre que Foucault, de se débarrasser de l'idée qu'un État moderne comme ceux que nous connaissons aujourd'hui sont forcément ce vers quoi toute société tend. Cependant, en réponse à Pierre Clastre, Emmanuel Terray, un autre anthropologue, écrit « Face aux bardes qui nous chantent la rébellion de la société contre l'État, on pourrait soutenir, et on a soutenu, de manière tout aussi convaincante, que la communauté est le lieu privilégié d'un totalitarisme qui, pour être collectif, n'en est pas moins implacable, car ses victimes, exposées jour et nuit au regard et à la vindicte de leurs oppresseurs, n'ont d'autre recours que l'exil et la servitude, la folie ou la mort. » Bon, il y va un peu fort, mais l'idée c'est que si l'État est un concentré de violence, il n'est pas que ça, et que son absence ne rendrait pas forcément les choses plus faciles. D'où le discours du camarade Lordon. La violence est l'horizon de possibilité permanent de toute collectivité humaine. Alors là, je vais le dire tout de suite et carrément, quitte à m'aliéner d'un bon coup une bonne partie de ceux qui sont ici, mais je crois que le déni de la violence est le point de faiblesse insigne de la pensée anarchiste. Comme on perçoit que l'État est pour le meilleur et pour le pire, l'un des seuls remparts contre la violence de tous, mais qu'on ne veut pas de l'État par a priori, on va poser qu'il n'y a pas de problème de violence,
ou plus subtil, qu'il n'y a de violence que produite par l'État, que c'est la vie sous les rapports d'État qui est génératrice de violence, et que l'État est un problème qui se donne abusivement pour une solution. Bon, en réalité, le débat sur l'État entre anarchistes et communistes est finalement un peu daté, et ça se résume grosso modo à des questions de définition. En revanche, l'utopie de l'horizontalité et de la fin du pouvoir continue à prospérer ailleurs. Un peu pipou, babos, tu vois, de dire non mais l'être humain, quand tu le laisses faire tout seul, c'est bon, il va revenir à une nature bienveillante et tout. Et donc la question de fond, c'est pas de savoir si on doit se passer ou pas d'institutions, ce qui semble être une quête un peu vaine, mais quelles institutions on veut, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles produisent. Et justement, Foucault ne défend pas l'abandon de l'État, mais en revanche, il doute de la capacité de son époque à produire un État social et démocratique, et il envisage davantage un État policier, anticipant ainsi l'arrivée du néolibéralisme. Autrement dit, l'État a jusqu'à présent fonctionné comme un État-providence. Il ne peut plus, dans la situation économique actuelle, être un État-providence. Et en effet, ça fait maintenant quelques décennies qu'on voit l'État social se déliter et l'autoritarisme progresser. Ce n'est donc pas simplement cet épisode de l'histoire intellectuelle de la gauche qui a produit le rejet de l'État, la bourgeoisie a largement contribué à vouloir tout foutre en l'air et jeter le bébé avec l'eau du bain. Entre la violence des flics, les injonctions au travail et les politiques racistes, elle s'est servie de l'État pour poursuivre un projet suprémaciste et mortifère. Ce n'est donc pas étonnant qu'on ne veuille plus rien avoir à faire avec lui. Mais si l'État peut accompagner ou être à l'origine des violences sociales, il peut aussi être un outil suffisamment puissant qui permet de renverser le rapport de force. Car il ne faut pas douter que le capital opposera au processus révolutionnaire l'intensité de résistance qu'on réserve aux enjeux vitaux. Il ne peut donc être défait que par une puissance opposée, mais du même ordre de grandeur. Une puissance qui soit à l'échelle de la société, mais qui ne soit pas celle du capital, pour l'instant, hélas, je n'en connais qu'une, et c'est celle de l'État. Alors ok, l'histoire nous a légitimement amené à douter qu'un État puisse produire un peu plus de liberté, et on a du mal à l'imaginer autrement qu'en main armée au service des dominants. Pourtant, il serait bon de se rappeler que lorsqu'on se réapproprie des lieux de pouvoir, les choses peuvent changer en profondeur. C'est ainsi que M. Ambroise Croizat, nouveau ministre du Travail, est un métallurgiste encore tout proche des problèmes qu'il aura à résoudre. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans l'application du plan de sécurité sociale dont la France peut, à juste titre, être fière. Car l'idée que l'État est autoritaire par nature, qu'il ne peut pas en être autrement, c'est surtout se priver du seul moyen de changer radicalement nos conditions d'existence. D'autant que la fin de l'État ne nous garantirait pas du tout une société libertaire, et ça pourrait très bien se rapprocher d'un rêve libertarien, où chacun se débrouille avec ce qu'il a. Je crois que notre intérêt à gauche, c'est pas tant de se détourner de l'État par principe, que d'essayer de construire un cadre politique qui permette de contrer les différentes formes de domination. Parce que le problème, c'est pas tant le pouvoir en lui-même, la capacité d'agir sur le monde, mais plutôt de savoir quoi en faire, et quelle forme il peut prendre. Il ne s'agit pas de, pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. On peut peut-être définitivement acter que le rejet du pouvoir n'a non seulement pas porté ses fruits, mais apparaît surtout comme une impasse anthropologique. Le pouvoir ne disparaîtra pas, ne pourra jamais être détruit, il n'y a pas d'anneau qu'il faudrait jeter dans le feu et qui signerait sa fin. Alors, plutôt que de le rejeter, il serait bon d'essayer d'en faire quelque chose, à commencer par le prendre.